À 23h17, Dar Salam a disparu de la carte numérique. Les écrans sont devenus noirs, les téléphones gelés, comme si la ville entière retenait son souffle. Un silence numérique. Mais ce n'était pas une panne technique. C'était un avertissement, un signe de ce qui allait suivre. Pendant ce temps, à près de 4000 km de là, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, observait ce moment avec une certaine gravité. Il savait que le silence ne signifiait pas la paix. C'était le calme avant la tempête. La Tanzanie, autrefois symbole de stabilité en Afrique de l'Est, a vu son calme menacé. À Dar Salam, la population, complètement déconnectée, a dû faire face à une réalité inquiétante. Le silence numérique n'était pas un simple incident technique. Dans ce pays, où l'Internet est souvent un lien vital pour les citoyens et les journalistes, la coupure a révélé une faille béante. Cette crise technologique a exposé la fragilité de la confiance publique, une confiance que les dirigeants ont mis des décennies à construire. Mais ce n'était pas seulement un problème interne. La communauté internationale a observé attentivement. Les gouvernements étrangers, les diplomates et même les analystes géopolitiques s'inquiétaient des répercussions sur la stabilité régionale. À plus de 3000 km de là, Ibrahim Traoré, observant ce chaos depuis le Burkina Faso, savait qu'une telle crise avait le pouvoir de redéfinir non seulement la Tanzanie, mais aussi l'avenir de l'Afrique. Le chaos numérique qui a frappé Dar Salam n'était qu'un prélude à une crise plus profonde. Lorsque l'Internet a été coupé, les autorités ont rapidement imputé la panne à un problème technique. Mais les données ne mentent pas. Tengba, les rapports de NetBlocks ont révélé un effondrement simultané du trafic Internet. Un effondrement de 90% dans toute la capitale. Ce n'était pas un simple accident. C'était un acte délibéré qui a plongé la ville dans un silence assourdissant, créant un terrain fertile pour les rumeurs, la méfiance et l'incertitude. En quelques heures, des vidéos montrant des urnes électorales renversées et des manifestations ont envahi les réseaux sociaux, malgré la coupure de l'Internet. Le message était clair. L'État tentait de contrôler le récit, mais la vérité ne pouvait être effacée. Ce moment y a marqué un tournant dans la manière dont les jeunes Tanzaniens percevaient que le pouvoir. Un vent de rébellion soufflait silencieusement à travers les rues de la capitale. Mais loin de là, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, suivait attentivement les événements. Il savait que ce qui se passait en Tanzanie n'était pas un cas isolé. Le continent entier était à un tournant. En Afrique de l'Ouest, tout comme en Afrique de l'Est, les jeunes se levaient contre l'ordre établi. Ibrahim Traoré avait toujours prôné la dignité comme la véritable richesse de l'Afrique. Et aujourd'hui, il voyait une autre nation africaine défier ce qu'elle avait toujours perçu comme le symbole de stabilité, le silence. À l'université de Dar Salam, Aïcha, une étudiante de 22 ans, n'aurait jamais imaginé que la simple coupure d'Internet allait devenir le catalyseur d'un mouvement national. Elle attendait tranquillement devant la bibliothèque lorsque la nouvelle est arrivée. L'Internet s'était coupé. D'abord incrédule, elle a réessayé de se connecter plusieurs fois, sans succès. Puis, une pensée s'est imposée à elle. Ce n'était pas un accident. Ce silence numérique faisait écho à un silence beaucoup plus profond qui régnait dans le pays. L'État avait choisi de faire taire la vérité, mais les jeunes ne se laissaient pas intimider. Aïcha a pris son téléphone et a publié une photo d'elle-même devant la bibliothèque, sous les lumières scintillantes de l'université. La légende était simple, mais forte. S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue. En quelques heures, son message était devenu viral. Et bientôt, des milliers de jeunes ont répondu à son appel. Ils se sont rassemblés dans les rues, avec des pancartes, des slogans et surtout une détermination inébranlable. L'impact était immédiat. Les policiers se sont arrivés, armés de gaz lacrymogènes, et prêts à disperser la foule. Mais l'énergie du mouvement ne pouvait être étouffée. Ce fut le début d'une révolution numérique, où la voix des jeunes
portés par des réseaux cryptés et des messages clandestins, allaient bientôt redéfinir la manière dont la vérité circulait en Tanzanie. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait avec une attention particulière, sachant que ce moment marquerait un tournant dans l'Afrique contemporaine. Les événements en Tanzanie se sont enchaînés, un rythme effréné après la coupure de l'Internet. La première réaction des autorités fut de minimiser la situation. Le gouvernement a rapidement blâmé un incident technique, mais il était évident que cette panne était bien plus qu'un simple dysfonctionnement. À Dar es Salaam, le cœur de la crise, les manifestants se sont rapidement regroupés après que des vidéos et des images de l'ampleur des troubles aient commencé à circuler, malgré les tentatives du gouvernement pour imposer un blackout numérique. À l'aube, des centaines de jeunes, principalement des étudiants, étaient déjà dans les rues, scandant des slogans contre la répression et réclamant la vérité. Les premières confrontations ont éclaté près de l'université de Dar es Salaam, où Aïcha et ses camarades avaient lancé leur appel à la résistance. La police, appuyée par des unités de l'armée, a essayé de disperser les foules avec des gaz lacrymogènes. Mais la mobilisation ne cessait de croître. Les protestations s'étendaient rapidement à d'autres régions, notamment à Kimar et Kinondoni, où les bureaux de vote avaient été incendiés, créant des scènes de chaos. Les réseaux sociaux, bien qu'en grande partie coupés, ont continué de jouer un rôle central. Des journalistes et des citoyens ont utilisé des VPN pour contourner les restrictions et faire circuler des images et des informations en temps réel. À l'échelle internationale, la Tanzanie est devenue un sujet d'inquiétude majeur. L'Union africaine a appelé au calme et à la retenue, mais les tensions ne faisaient que croître. L'opinion publique, à la fois nationale et internationale, a observé avec une attention particulière. Dans les capitales occidentales, la coupure d'Internet a été interprétée comme un signe inquiétant d'un gouvernement prêt à aller à l'encontre de la démocratie pour maintenir son pouvoir. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a suivi ces événements de près, conscient que cette situation pourrait avoir des répercussions dans toute l'Afrique. Il savait que ce n'était pas simplement une question de coupure d'Internet ou de protestation locale. Ce qui se passait en Tanzanie était un symptôme d'un mal plus profond, celui de la jeunesse africaine qui ne se contentait plus de la stabilité imposée par les régimes autoritaires. Les jeunes de Tanzanie avaient franchi un seuil. Ils ne se battaient pas seulement pour leur droit à l'information, mais pour la dignité et la liberté d'expression. Traoré, depuis son bureau présidentiel, comprenait que la jeunesse africaine était en train de redéfinir les règles du pouvoir sur le continent. Les chiffres derrière la crise en Tanzanie étaient tout aussi frappants que les images des manifestations. Selon les rapports de NetBlocks, l'effondrement du trafic Internet à Dar es Salaam a atteint une dégringolade de 4 en l'espace de quelques heures. Cette coupure ne touchait pas seulement les réseaux sociaux ou les plateformes de messagerie, mais aussi les infrastructures critiques qui dépendent d'Internet pour fonctionner. Les banques, les services gouvernementaux et même les entreprises privées ont été paralysées. L'économie de la ville, autrefois en plein essor grâce à la connectivité, a connu une chute brutale de l'activité, affectant directement des milliers de citoyens. Ce n'était pas seulement une panne technique, mais un coup porté à l'intégrité du système économique et social du pays. Les chiffres économiques ont montré que pendant les premières heures de la coupure, la Tanzanie a perdu environ 10 millions de dollars de revenus générés par les transactions numériques. À l'échelle internationale, les experts ont observé une réduction significative des investissements étrangers dans la région, estimée à une baisse de 15% en seulement 48 heures. La communauté internationale a réagi par des mises en garde, mais la question restait. Combien de temps le gouvernement de la Tanzanie pourrait-il maintenir ce contrôle numérique ? En dehors du pays, la situation a également affecté la perception de la Tanzanie en tant que destination touristique et centre d'investissement en Afrique de l'Est. Le tourisme, qui représentait environ 18% du PIB du pays, a connu une chute de 30% en l'espace de 2 jours après la coupure, tandis que la valeur du shilling tanzanien a chuté de 5% face aux principales monnaies internationales. Pourtant,
Les véritables chiffres de la crise n'étaient pas seulement dans les pertes économiques. Ils résidaient dans la mobilisation des jeunes, les données sur les vidéos partagées et les messages échangés en ligne. En une seule journée, plus de 1,2 million de personnes avaient été touchées par les vidéos montrant les protestations et les répressions. Ce n'était pas une simple série de manifestations, c'était un changement générationnel dans la manière dont les jeunes Africains s'engageaient dans la politique et la société. Ils étaient prêts à utiliser tous les moyens possibles pour défier un gouvernement qui contrôlait l'information. Aïcha, l'une des figures clés de la résistance, est devenue un symbole de ce changement. Son message viral a été partagé par plus de 500 000 personnes en moins de 12 heures. En analysant les chiffres de l'engagement en ligne, il était clair que cette crise allait bien au-delà de la Tanzanie. Elle représentait un défi global à l'autorité des régimes autoritaires sociétés dans toute l'Afrique. La Tanzanie n'était pas seule dans son combat pour maintenir l'ordre face à une jeunesse déterminée à changer le statu quo. De nombreux pays africains, souvent gouvernés par des régimes autoritaires, ont connu des révoltes similaires, mais il y avait une différence fondamentale dans la manière dont ces révoltes étaient perçues. D'une part, les défenseurs du gouvernement tanzanien affirmaient que ces manifestations étaient un danger pour la stabilité du pays, qu'elles risquaient de déstabiliser non seulement la Tanzanie, mais aussi la région entière. Ces voix étaient soutenues par des arguments selon lesquels la stabilité et l'ordre étaient essentiels pour le développement économique et la prospérité de l'Afrique. À travers le continent, de nombreux leaders politiques pensaient que les jeunes, bien qu'évidemment frustrés par les difficultés de leur génération, n'avaient pas la maturité nécessaire pour comprendre l'importance du maintien de l'ordre. D'autre part, il y avait ceux qui soutenaient la rébellion, convaincus que la jeunesse africaine était en train de redéfinir les règles du jeu. Ils affirmaient que la stabilité sans liberté était une forme de tyrannie déguisée. En effet, la répression brutale et les tentatives de contrôle des informations n'étaient pas des solutions à long terme. Ces arguments étaient fondés sur l'idée que la démocratie, les libertés individuelles et l'accès à l'information étaient des droits fondamentaux que chaque citoyen devait pouvoir revendiquer. Cette vision était renforcée par le fait que de plus en plus de jeunes Africains se tournaient vers des mouvements de contestation pour exiger plus de transparence et de participation dans le processus politique. Les réseaux sociaux, bien que limités, jouaient un rôle crucial en permettant aux jeunes de se rassembler et de faire entendre leur voix. Dans le cas de la Tanzanie, la situation était d'autant plus complexe qu'elle se déroulait dans un contexte géopolitique tendu. Le gouvernement de la Tanzanie, tout en faisant face à une pression interne croissante, devait également naviguer dans les attentes de la communauté internationale. Les soutiens extérieurs étaient partagés, certains pays européens et organisations internationales appelant à un retour à la stabilité, tandis que d'autres plaidaient pour des réformes politiques et une plus grande liberté d'expression. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, observait avec une perspective unique. Lui-même issu d'un mouvement de jeunesse ayant renversé un régime, il savait que la dignité et la liberté étaient des valeurs incontournables pour une Afrique nouvelle. Mais il comprenait aussi la fragilité des régimes autoritaires face à des manifestations de plus en plus massives. Il savait qu'une réaction violente ne ferait qu'aggraver la situation. Le moment charnière est arrivé à la mi-journée, alors que les premières images de la répression circulaient sur Internet. Le gouvernement tanzanien avait mis en place des mesures drastiques pour tenter de contenir les protestations. Mais c'était trop tard. La vérité avait trouvé un chemin contournant les restrictions imposées. Un jeune homme, caché dans les ruelles sombres de Dar Salam, avait filmé la scène où la police chargeait les manifestants, les gaz lacrymogènes emplissant l'air. Quelques heures plus tard, une vidéo de cette scène faisait le tour du monde. Le pouvoir des jeunes, l'organisation rapide et la propagation des informations via des canaux cryptés avaient changé la dynamique de la crise. Ce n'était plus seulement une lutte locale contre un gouvernement autoritaire. C'était un combat pour la vérité et la liberté. Un combat
qui transcendait les frontières nationales. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait ces développements de près. Il avait vu cette résistance, cette organisation qui rappelait les premières étapes de son propre ascension. Ce moment était un tournant décisif, non seulement pour la Tanzanie, mais pour l'ensemble du continent africain. Le contrôle de l'information n'était plus suffisant pour étouffer une révolution numérique en marche. Les conséquences réelles de la crise en Tanzanie ont commencé à se manifester bien au-delà des frontières du pays. À Dar Salam, la situation était désormais intenable. La violence policière n'avait fait qu'alimenter la colère populaire. Les jeunes, inspirés par les images diffusées en ligne, étaient de plus en plus nombreux à descendre dans les rues. Dans le même temps, le gouvernement a intensifié ses efforts pour étouffer la dissidence, arrêtant plusieurs leaders étudiants et bloquant l'accès à des informations critiques. Pourtant, même dans l'ombre, la lutte persistait. Des groupes de jeunes se sont organisés pour contrer les coupures de communication, établissant des réseaux parallèles pour partager des informations essentielles. Cela ne faisait que renforcer la détermination de la jeunesse tanzanienne. Ce qui était né comme une simple protestation contre la coupure d'Internet s'était transformé en un mouvement bien plus vaste, une lutte pour la liberté d'expression et contre un gouvernement qui n'hésitait pas à violer les droits fondamentaux de ses citoyens. Le gouvernement, pris entre l'internationalisation du conflit et l'escalade de la violence interne, s'est vu de plus en plus isolé. Les dirigeants étrangers, autrefois alliés, ont commencé à exprimer de plus en plus de préoccupations, tandis que les investisseurs étrangers se sont tournés vers d'autres régions de l'Afrique. Les sanctions économiques ont été évoquées, mais le véritable impact a été ressenti dans les relations diplomatiques. À l'intérieur du pays, les conséquences étaient tout aussi dramatiques. La coupure d'Internet, qui avait paralysé une grande partie de l'économie, a révélé la dépendance du pays à la connectivité numérique. Ce fut un coup dur pour le secteur financier et commercial, dont les pertes ont été estimées à plus de 30 millions de dollars sur une période de 2 semaines. L'incertitude économique a alimenté la frustration populaire, transformant des préoccupations économiques en revendications politiques. Au-delà de l'impact économique, la crise a également eu un profond effet sur la société tanzanienne. Les jeunes, longtemps ignorés par le gouvernement, se sont vus comme les véritables agents de changement. Ce n'était plus une question de politique économique, mais d'identité nationale. Les manifestants, autrefois limités par la répression gouvernementale, se sont retrouvés liés par une cause commune, la dignité. Ce sentiment d'unité a résonné profondément à travers toute l'Afrique de l'Est. Mais ce n'était pas une victoire immédiate. La lutte pour la liberté et la dignité en Tanzanie était loin d'être terminée. Le chemin vers le changement réel serait semé d'embûches. Mais la jeunesse tanzanienne, aidée par les nouvelles technologies et la solidarité régionale, était prête à poursuivre son combat. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait la situation avec un intérêt grandissant. Ce qui se passait en Tanzanie n'était pas seulement une question interne, mais une bataille pour l'avenir de l'Afrique. Il savait qu'il fallait agir rapidement pour éviter que cette crise ne devienne un précédent dangereux. Mais il savait aussi que la transformation en cours, bien qu'inquiétante pour certains régimes autoritaires, était inévitable. Le changement était déjà en marche. À la lumière de la crise en Tanzanie, 3 scénarios se dessinaient pour l'avenir du pays et de la région. Chacun d'eux portait un potentiel de transformation radicale, mais à des coûts très différents. Scénario 1. L'instabilité prolongée. Dans ce scénario, le gouvernement tanzanien choisit de renforcer son emprise autoritaire, en réprimant de manière plus brutale les manifestations et en continuant à contrôler l'accès à l'information, le régime parvient à rétablir un semblant d'ordre. Cependant, cette victoire à court terme est coûteuse. La jeunesse du pays, galvanisée par la résistance, se radicalise davantage. Les tensions internes persistent et le pays se retrouve isolé diplomatiquement, avec une économie en chute libre. La Tanzanie pourrait alors devenir un État paria, un exemple d'un pouvoir répressif qui écrase la volonté populaire. Mais à quel prix ?
L'isolement international pourrait devenir une lourde charge et le soutien des investisseurs étrangers serait réduit à néant. Scénario 2. Le compromis et la réconciliation. Le gouvernement, réalisant la force du mouvement populaire, opte pour une solution plus modérée. Des réformes politiques sont mises en place, incluant des concessions sur la liberté d'expression, la transparence du gouvernement et une meilleure gestion de l'information. Bien que ce scénario apaiserait temporairement la situation, il pourrait entraîner une série de négociations difficiles entre le gouvernement et les jeunes leaders. Ce compromis ouvrirait la voie à une transformation progressive de la Tanzanie, mais dans un cadre qui pourrait encore être perçu comme insuffisant pour une réelle démocratisation. Cependant, la réconciliation offrirait à la Tanzanie une chance de se réintégrer pleinement dans le concert des nations, tout en stimulant une économie plus diversifiée et plus dynamique, tirée par une jeunesse énergique. Scénario 3. Un changement de régime. Le scénario le plus radical et le plus risqué serait celui d'un renversement de régime. Si les manifestations populaires s'intensifient et si la pression internationale devient trop forte, le gouvernement actuel pourrait être contraint de démissionner. Ce scénario pourrait ouvrir la voie à un processus de transition démocratique, mais il pourrait aussi entraîner une instabilité politique sévère. Un changement de régime, bien que potentiellement bénéfique pour la démocratie, comporterait de graves risques. Les factions politiques pourraient se diviser, et le pays pourrait être plongé dans un vide de pouvoir, ce qui serait particulièrement dangereux pour un pays où l'instabilité régionale est déjà un problème constant. Cependant, un tel bouleversement offrirait la possibilité d'une reconstruction à partir des bases même de la société tanzanienne, avec une nouvelle génération de leaders prêts à ouvrir un nouveau chapitre pour leur pays. Dans chacun de ces scénarios, la position de la communauté internationale serait cruciale. Les pays étrangers et les organisations régionales auraient un rôle clé à jouer pour guider la Tanzanie vers une solution qui respecte à la fois les aspirations populaires et la stabilité régionale. Pour Ibrahim Traoré, ce qui se passait en Tanzanie était plus qu'une simple crise. C'était un indicateur du potentiel de changement radical dans toute l'Afrique. Quel que soit le scénario qui se réalisait, il savait que les jeunes du continent avaient montré qu'ils ne se contenteraient plus de la stabilité imposée, mais qu'ils cherchaient la dignité et la liberté. L'impact des événements en Tanzanie a résonné bien au-delà des frontières du pays. Alors que les rues de Dar-Salam s'embrasaient, une question fondamentale émergeait. Qu'est-ce qui pousse une génération entière à se lever contre un pouvoir en place, à risquer sa vie pour ce qu'elle considère comme son droit fondamental à la liberté d'expression et à la dignité? Les jeunes Tanzaniens, comme leurs homologues dans d'autres régions d'Afrique, avaient passé des années à observer un régime autoritaire qui réduisait leur voix au silence. Mais aujourd'hui, ils avaient décidé que ce silence ne les définirait plus. La répression brutale de la manifestation a ravivé un sentiment de solidarité à travers le continent. À Nairobi, à Kampala, à Kigali, des centaines de jeunes ont suivi de près les événements à Dar-Salam. Beaucoup ont fait des parallèles avec leur propre situation, où la liberté d'expression était limitée et où l'accès à l'information était souvent censuré. Mais ce qui a touché profondément l'audience internationale, c'est la détermination des manifestants. Ils ne se battaient pas seulement pour des réformes ou pour la liberté d'Internet. Ils se battaient pour une cause plus grande, la dignité humaine, la possibilité de parler librement et de participer activement à la construction de leur avenir. Pour Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, ces images m'étaient familières. Lui-même avait traversé un parcours similaire où une jeunesse éprise de justice et de dignité s'était levée pour renverser un ordre ancien. Il voyait dans ces jeunes Tanzaniens non seulement un miroir de ses propres luttes, mais aussi un exemple de ce que l'Afrique pourrait devenir si ces jeunes prenaient le contrôle de leur avenir. Les jeunes d'Afrique de l'Est, tout comme ceux du Sahel, avaient compris que le silence ne serait plus leur complice. Leur voix, amplifiée par la technologie, faisait écho à travers le continent. Face à la crise en Tanzanie,
Plusieurs solutions possibles émergent, chacune ayant le potentiel de remodeler l'avenir du pays et de l'ensemble de la région. Le chemin vers la réconciliation et le changement démocratique passe par une série d'étapes cruciales qui nécessitent la coopération non seulement des acteurs nationaux, mais aussi des partenaires internationaux. Étape 1. Dialogue national. La première étape vers la résolution de la crise réside dans l'instauration d'un dialogue national inclusif. Le gouvernement tanzanien, conscient de l'ampleur de la rébellion populaire, pourrait initier des négociations avec les jeunes leaders et les représentants de la société civile. Ce dialogue, s'il est sincère, permettrait d'aborder les préoccupations des manifestants et de trouver un terrain d'entente. L'inclusion des jeunes dans le processus décisionnel serait essentielle pour garantir que leur voix soit entendue et que leurs revendications soient prises en compte dans les réformes à venir. Étape 2. Réformes politiques et sociales. Une fois le dialogue entamé, des réformes politiques substantielles devraient être entreprises. Cela inclurait la mise en place d'un cadre juridique garantissant la liberté d'expression et d'association, ainsi qu'une réforme des institutions afin d'assurer leur transparence et leur indépendance. Les réformes devraient également viser à élargir la participation politique et à créer un environnement propice à une véritable démocratie. Étape 3. Rétablissement de la confiance et de l'économie. Le rétablissement de la confiance sera une tâche longue et difficile. Pour cela, des mesures concrètes doivent être prises pour garantir la liberté de la presse, la liberté d'Internet et un accès équitable à l'information. Sur le plan économique, la Tanzanie devra revitaliser ses secteurs économiques, notamment en soutenant les entreprises numériques et en encourageant l'innovation. La communauté internationale pourrait jouer un rôle clé en offrant une aide au développement et en soutenant les réformes économiques. Étape 4. Soutien régional et international. Le rôle des organisations régionales comme l'Union africaine, UA, sera déterminant. Un soutien moral et politique de la part de l'UA et de la communauté internationale aiderait à stabiliser la situation. Cependant, ce soutien ne doit pas se limiter à des déclarations. Il doit se traduire par une pression réelle sur le gouvernement tanzanien pour garantir qu'il respecte les principes démocratiques et les droits de l'homme. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, pourrait également jouer un rôle clé en offrant un modèle de transition pacifique et démocratique. À l'aube, alors que la fumée des émeutes se dissipait et que le silence de la ville commençait à s'installer à nouveau, la scène finale à Dar Salam était poignante. Aïcha, la jeune étudiante devenue symbole de la résistance, se tenait sur les marches de l'université où tout avait commencé. Autour d'elle, la ville semblait reprendre son souffle, mais un sentiment profond de changement flottait dans l'air. La dignité qu'elle et ses camarades avaient revendiquée en pleine rue ne pourrait plus jamais être ignorée. Ils avaient défié un système qui les avait longtemps marginalisés, et leur voix, portée par les vents du changement, était désormais entendue. Le souvenir de cette lutte, de cette flamme qui n'a jamais cessé de brûler malgré la répression, allait se propager au-delà des frontières tanzaniennes. À travers l'Afrique, des jeunes se levaient, inspirés par l'exemple de Dar Salam, prêts à revendiquer leur droit à la dignité. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, savait que ce moment marquerait l'histoire. Ce n'était pas une simple victoire contre un gouvernement, c'était une victoire pour la jeunesse africaine. Une victoire symbolique, mais pleine de promesses pour l'avenir. Les jeunes, à travers cette lutte, avaient redéfini ce que signifiait être libre, digne et humain dans un monde où le silence avait longtemps été imposé. Alors que la Tanzanie entame un nouveau chapitre de son histoire, il est essentiel de ne pas oublier ce moment décisif. La lutte de la jeunesse tanzanienne ne se termine pas ici, mais elle ouvre la voie à une série de questions cruciales pour l'avenir de l'Afrique. Comment les autres pays vont-ils répondre à cet appel à la liberté et à la dignité ? La solidarité internationale est plus que jamais nécessaire.
L'Afrique a prouvé qu'elle était prête à se réinventer, à lutter pour ses idéaux de justice et de démocratie. Le chemin reste semé d'embûches, mais la lumière qui brille à Dar Salam ne peut être éteinte. À travers l'histoire, chaque mouvement de jeunesse a été un levier de transformation sociale. Celui-ci n'est que le début d'un changement plus vaste. Alors, qu'allons-nous faire, à l'échelle individuelle et collective, pour soutenir ce mouvement et garantir que la dignité humaine ne soit jamais de nouveau mise en jeu? Les actions de demain, aujourd'hui, commencent par une simple question. Sommes-nous prêts à faire entendre nos voix pour un avenir meilleur ?